emergency? Yes, emergency, 1116 Ocean Drive. How did he get shot, sir? I don't know. He's walking in front of his home. It's Johnny Versace. Please, immediately, please get us an emergency. Okay, is he still conscious and breathing? I don't know. I'm inside the house. What'd you say the gentleman's name was, sir? Johnny Versace, Versace. Miami, quartier de South Beach, 15 juillet 1997. Gianni Versace, le célèbre couturier italien, est assassiné devant sa résidence. La police de Miami recherche l'homme qui a tué le créateur de mode Gianni Versace ce matin en tirant 2 balles. 2 balles dans la tête. Un titre de roman de gare qui ne colle pas à la victime. Cet homme, au train de vie exceptionnel, Gianni Versace. Stupéfaction. Comment une des plus grandes icônes de la mode a-t-elle pu mourir ainsi, fauchée en pleine gloire, par un mystérieux tueur à l'âge de 53 ans? Ce jour-là, je dois dire que ça a été un choc pour tout le monde. Il rentrait tout à coup dans le destin des Atrides. C'est-à-dire qu'il avait eu une vie étrange et étrangement spectaculaire et magnifique, et il mourait comme un héros d'une tragédie grecque. Cette notion de relation entre un acte extrêmement violent et quelqu'un qui célèbre le beau, qui est dans un univers d'insouciance, considéré, oui, tous ces créateurs de mode, ils vivent dans une bulle, ils vivent dans un autre monde, et soudain, on perd cette bulle et violence. Oui. C'était une véritable explosion médiatique. Les médias, en effet, s'emparent de ce qui n'est pas qu'un simple fait divers et vont tailler un costard sur mesure à la démesure de la victime. La vie de Versace est déshabillée, envisagée sous toutes les coutures. Les médias croient y trouver 2 superbes accros. Versace est à la tête d'un empire, symbolisé par la méduse. Il est donc victime de la pieuvre, le surnom d'un autre empire, la mafia. Une colombe morte, la griffe de la mafia, quand elle exécute quelqu'un, n'est-elle pas retrouvée près du cadavre de Versace? Autre piste, Versace est homosexuel. Aurait-il été victime d'un amant de passager conduit et d'une rare violence? L'histoire des derniers jours de Versace donne un tout autre éclairage sur l'homme, son mode de vie et sa fin sordide. Exit le roman de gare, plutôt un roman noir, impressionnant, où se mêlent luxe, glamour, beauté et meurtre en série. Paris, le 3 juillet 97, 12 jours avant sa mort. Versace présente sa dernière collection de haute couture. À quoi pense-t-il à ce moment-là? Au jeune homme parti de Calabre 30 ans plus tôt pour conquérir Milan? À la revanche qu'il vient de prendre sur le destin, lui que la rumeur publique donnait pour condamné il y a encore quelques mois du fait d'un cancer très rare de l'oreille interne? Ou simplement au succès qui consacre une fois de plus son talent? Ce qui m'intéressait dans le personnage, c'est qu'il avait un style. Et déjà, ça, c'est intéressant. Parce qu'il y en a combien qui n'ont pas 2 styles? C'est vrai que son style, il était un peu ostentatoire, que c'était un peu fort, que c'était un peu, encore une fois, un peu putain, un peu bois de Boulogne. C'était un peu trop. Mais je pense qu'à un moment donné, c'était même pas juste assez pour lui. C'était vraiment trop. En tout cas, chapeau. You know, fashion change and the evolution of women is really in the last 30 years is amazing. And I think I have to follow that. That's why I work for people and people change. Il avait certes des détracteurs et des fans et des supporters, mais il a
il a eu ce talent d'aller vers son risque et d'imposer quelque chose qui était sa vision. Ce choc de l'art de Rome et du pop des années 80, c'est des mélanges antinomiques, mais qui font des choses explosives. Des couleurs, des couleurs. Encore des couleurs. Quand je pense à son travail, je vois toutes ces couleurs éclatantes qu'il nous a apportées. Et il est toujours avec nous. Il est là quelque part. En 1997, le créateur est au sommet de sa gloire. À la tête d'un empire d'1 demi-milliard de dollars, il a su imposer son logo, la Méduse, dans le monde entier, avec des boutiques à New York, Londres, Paris et Moscou. Le style Versace est reconnu partout. Mais le talent de Gianni Versace ne s'arrête pas à la mode. Le couturier s'est aussi fait un nom dans le monde du spectacle. Fasciné par cet univers, il travaille régulièrement avec Maurice Béjart, pour lequel il crée les costumes de plus d'une dizaine de ballets. Gianni, c'était un autre moi-même. Avant même que je pense cette manche n'ira pas, il regardait et disait cette manche n'ira pas. Vous voyez ? C'était quelqu'un qui voyait par les yeux du chorégraphe, de la danseuse, du danseur, et surtout quelque chose de très rare à notre époque, la générosité. Un tout autre ballet dédié à la cruauté et au meurtre se prépare, loin, très loin de l'univers flamboyant du célèbre couturier. Un jeune homme de 27 ans s'enfonce un peu plus dans le seul univers qu'il connaît, les ténèbres. Originaire de Californie, Andrew Philip Cunanan quitte l'État le 28 avril 1997. Il descend du trottoir de la prostitution pour gagner sa route, celle du crime. De gigolo à tueur, il ne lui faut que 24 heures. Le 29 avril 1997, à Minneapolis, Minnesota, le cadavre de Jeffrey Trail est retrouvé le crâne fracassé à coups de marteau. Fait important, Cunanan dérobe à sa première victime une arme à feu, un calibre 40. Dorénavant, pendant plusieurs mois, Cunanan n'est plus qu'un tueur sur la route. Pour Versace, le défilé du 3 juillet à Paris est le dernier grand événement de sa vie publique. Comme à l'habitude, lorsqu'il vient présenter ses collections dans la capitale française, le couturier installe son quartier général au Ritz. Ça a été une semaine très éprouvante. On travaillait comme des fous tous les jours jusqu'à 2 ou 3 heures du matin et tout le monde devait être sur le pont à 7h30. On était tous sous tension à ce moment-là. Comme toujours, Versace règle lui-même tous les détails de son défilé. La jeune femme qui devait porter la robe de mariée ne comprend pas ses instructions. Agacé, il décide de la remplacer au dernier moment par Naomi Campbell, son mannequin préféré. Parfois, je devais faire jusqu'à 8 passages sur le podium alors que les autres filles n'en faisaient que 2. Et je me disais, oh mon Dieu, mais elles vont me haïr. C'est pour ça que je restais toujours près de lui pour changer de tenue et j'étais toujours silencieuse. Can you go back, please, Irina? No, sorry, I want Cristina Kirstiumalt. C'était à chaque fois la même chose. Je me souviens quand il y avait des nouveaux. Ils étaient tous tétanisés devant Gianni, qu'ils considéraient comme un monstre sacré. En plus, Gianni avait une idée à la minute et quand il avait donné un ordre, il ne se répétait jamais 2 fois. Les pauvres se tournaient vers moi complètement affolés et je voyais à leur regard qu'ils étaient perdus. Alors je les prenais à part pour leur expliquer ce que voulait Gianni. Et ça, ils n'arrivaient pas à le comprendre. Gianni pensait que tout le monde était comme lui et saisissait tout du premier coup. En plus, je dois dire qu'il n'était pas très diplomate.
Il n'avait pas un ton brusque, mais franchement catégorique. C'était « fais ci, fais ça », et personne ne discutait. Mais moi, j'aimais ce côté exigeant parce qu'il savait exactement ce qu'il voulait. J'aime les gens comme ça. J'aime ceux qui sont capables de prendre une décision et de s'y tenir. Que ça vous plaise ou non, il l'avait décidé et c'était comme ça, point à la ligne. C'est pour ça que je lui faisais totalement confiance. Pour chaque défilé, sa sœur, Donatella, est à ses côtés. Une présence qui semble indispensable au créateur. C'était formidable de les voir travailler. Gianni et Donatella orchestraient tout d'une main de maître. Ils arrivaient à tout gérer en même temps. C'est chaud, c'était toute leur vie. L'Empire Versace, c'est aussi une drôle d'histoire de famille. D'abord, une organisation basée sur un triumvirat, Donatella, Gianni et leur frère Santo. Ils avaient trouvé une combinaison parfaite. Gianni créait les modèles, Santo gérait les finances, et Donatella s'occupait de la communication. Elle organisait les défilés. C'était Donatella qui ramenait les célébrités. C'était elle qui mettait l'ambiance dans la famille. Oui, bien sûr, c'était un clan. C'était un clan, on n'y rentrait pas facilement, on ne savait pas facilement ce qui se passait. On suppose que comme dans toutes les familles, il devait y avoir des tensions, mais Gianni était le chef. Donc c'est la vraie famille à l'italienne où on essaye que les scandales ne se voient pas, que ça déborde pas sur la presse. Malgré une unité affichée, le clan Versace alimente la presse à scandale, jusqu'à ébranler parfois les fondations même de l'Empire. Il en est ainsi au début des années 80, lorsque Donatella, la sœur chérie du couturier, épouse Paul Beck, un ancien amant de Versace. Un soir, on est sortis tous les trois, moi, Donatella et Paul. On est allés dans une immense boîte, discothèque, plein de gens. Et à un certain moment, ils sont disparus. Et à aller-retour, j'étais assis derrière et je voyais que c'était dans la main, quelque chose. Et je suis rentré et j'ai dit mon impression à ma femme. Elle m'a dit, tu es fou, tu as toujours l'esprit mauvais, tu as toujours des love stories partout. Je dis, je crois que les deux, ils s'aiment. Il y a quelque chose entre les deux. Et pendant 2 jours après, le jour même après, je n'ai plus vu Paul. Et je demandais à Gianni au petit déjeuner au Paul. Il m'a dit, ah, dû partir urgent à Milan. Je trouvais très étrange parce que c'était une semaine de fête. Et j'ai vu Donatella venir à table avec des grandes lunettes noires, comme s'il avait pleuré. Et ça, c'était, je crois, un grand choc pour Gianni parce qu'il adorait sa sœur. Je crois que pendant une certaine période, il n'a pas pardonné sa sœur. Le pardon viendra. Trop d'intérêt en jeu, et puis cette union donne à Gianni des héritiers, une nièce et un neveu. À travers eux, il pense assurer la continuité d'une dynastie naissante. I think the strength of Versace is the family group. I always try to keep together my brother, my family, my niece, my nephew. You know, I'm like Mosè, the old one. Le 3 juillet 1997, c'est un clan apparemment uni qui ouvre le défilé. Quand on allait chez Gianni, on avait un spectacle total, c'est-à-dire la robe, la fille, la mise en scène, la musique, tout y était. Et je dois dire aussi la salle, car il avait dans la salle les stars du moment. Moi, je me souviens d'une collection où j'avais à côté de moi Madonna. Bon, c'était extraordinaire d'avoir Madonna et de voir tout à coup Gianni arriver sur le podium et aller lui tendre la main pour lui baiser la main. Mais c'était ça. Quand on arrivait à la collection de Versace, on se disait, tiens, qui y a? Voilà.
Bon, on dit qu'il ne les payait pas. Bon, difficile à dire. Je veux dire, c'est ce qu'on nous disait. Mais si vous voulez, vous invitez des people, vous les logez au Ritz ou ils voyagent avec le Concorde, ils sont à 7 ou 8 parce qu'il faut emmener maman, sa copine, etc. Donc c'est une forme, si vous voulez, aussi de cachet. En plus, bon, je pense que tous les mannequins, ils leur offraient des robes et puis des cachets très importants, ce qui fait que beaucoup d'autres maisons n'arrivaient pas, si vous voulez, à surenchérir sur Versace. Et donc, il avait des exclusivités sur ces top modèles. Surtout, on parle d'une période où les top modèles, c'était vraiment, si vous voulez, elles étaient plus importantes que les actrices. Hein. Je suis très content. C'est une collection un peu plus riche, que j'ai fait des choses un peu différentes, mais c'est ça mon travail. Ce qui est extraordinaire, malgré toute l'expérience de ces créateurs, hein, la fin d'un défilé, ils sont tous aussi tendus. Ils sont inquiets. Alors ils sont riches, ils sont célèbres, hein, mais quand même, si vous voyez, cette partie de c'est bien ou c'est pas bien, ou t'as été extraordinaire, ma collection est appréciée, je crois que c'est pas seulement une question de business, bien sûr, parce que ça joue aussi sur les ventes, les achats après, etc. Mais c'est aussi une question, est-ce que je suis toujours là? Est-ce que c'est toujours moi qu'on aime? Voilà, donc il était tendu, comme il l'était depuis qu'il avait de plus en plus de succès. You know, this kind of work have no time to lay down and say, I'm the best, I'm number one, I'm a genius. No, it's not true. You have to prove yourself every 6 months or every 2 months at least. Then I decide I don't have time for this shit. I want to be myself, I want to enjoy my work. I'm happy to do what I do. And I'm very happy when people is pleased to my work. Je me souviens que le lendemain du défilé, Gianni s'est précipité pour acheter tous les journaux et voir les critiques. Et il était très content du résultat. Mais vous savez, il ne s'attardait jamais. Une fois que c'était fini, c'était tout de suite classé, archivé. Il était déjà dans le projet suivant. Après son assassinat, les médias s'acharnent à voir un présage dans son dernier défilé. D'aucuns y voient une collection mystique d'inspiration byzantine et de romantisme noir. Pourquoi cette tonalité sombre? Cette année-là, on avait vu une exposition sur Byzance à New York. C'est ça qui a donné à Gianni l'idée de faire une collection haute couture avec toutes ses couleurs or, ses métaux dorés, ses broderies byzantines. Vous savez, les gens sont toujours très lyriques. Ils veulent voir des signes du destin partout. Mais moi, je ne crois pas à tout ça. Que ce soit du rococo ou du byzantin, pour lui, c'était avant tout un jeu, une forme d'expression. Gianni ne croyait pas du tout au surnaturel ni au destin. Non, croyez-moi, mourir était la dernière chose à laquelle il aurait pu penser. D'autant plus que Gianni Versace a beaucoup de projets en cours, dont le ballet de Maurice Béjart qui se joue à Florence à la même période. Le chorégraphe garde un souvenir troublant d'une des répétitions. Dans le ballet Barocco Bel Canto, il y avait Naomi Campbell, qui faisait un rôle, pas dansé, mais très très important. Et elle avait un revolver, et elle devait tuer un des danseurs. Et puis, à une répétition qui était déjà filmée, Gianni était assis avec sa sœur sur un banc un peu plus loin pour regarder. Elle a tourné. Elle a dit, Gianni, c'est sur toi que je tire. Gianni, c'est sur toi que je tire. Et ça m'avait... Je ne sais pas pourquoi ça m'avait bouleversé, ça. Et puis, c'était 15 jours avant sa mort. En fait, je pointais le pistolet vers un groupe de paparazzi. Gianni a éclaté de rire. Peut-être que Maurice a pensé que je visais Gianni, mais Gianni avait compris que je visais les photographes. Mais ça a été très bizarre pour moi de devoir rejouer ce rôle après sa mort.
Un défilé, un ballet, qui colle sans le savoir à l'histoire. Celle d'un Andrew Cunanan, par exemple, qui, après son premier homicide, crée sa propre danse macabre enchaînant les assassinats. L'ancien prostitué n'est plus un simple meurtrier. En quelques jours, il devient un véritable tueur en série. Le 3 mai, dans le comté de Lake Gisago, Minnesota, le cadavre d'un certain David Madsen est identifié. Le 4 mai, à Chicago, le corps de Lee Miglin est retrouvé dans son garage. Le 9 mai, à quelques kilomètres de New York, William Reese est retrouvé assassiné d'une balle dans la tête, sa dernière victime pour l'instant. Suspect numéro 1, Cunanan. Il fait désormais partie de la liste des 10 tueurs les plus recherchés des États-Unis lorsque le 7 juillet 1997, Gianni Versace et son compagnon, Antonio D'Amico, quittent Paris pour New York. À peine arrivé à New York, Gianni a voulu aller voir la boutique pour s'assurer que tout se passait bien. Il voulait toujours tout contrôler. Il avait un regard panoramique, c'est-à-dire il regardait tout. Il était dans sa boutique, j'étais là, il regardait évidemment comment j'étais habillée, qu'est-ce que je portais, mais en même temps il y avait une vendeuse, il y avait un garçon, un de ses assistants qui arrivait, il regardait tout. Donc c'est vraiment, en même temps qu'il vous parlait, qu'il entretenait une conversation, il voyait, on avait l'impression qu'il avait des yeux dans le dos. Gianni Versace possède un hôtel particulier de 6 étages en plein cœur de Manhattan. Le lendemain de son arrivée, il déjeune près de chez lui avec son compagnon et un de leurs amis. J'ai déjeuné avec lui une semaine avant sa mort, juste avant qu'il ne parte pour Miami. Il revenait de son défilé à Paris et il était vraiment ravi. Il m'a expliqué ce qu'il avait fait avec les épaulettes. Gianni était vraiment rayonnant. C'était un homme comblé. Ce jour-là, on a discuté de nos projets. On venait de finir notre maison à New York et Gianni avait envie de faire autre chose. Ça faisait longtemps qu'il voulait acheter une maison à Londres. On venait d'ailleurs de visiter un très bel hôtel particulier. C'était magnifique, avec des escaliers monumentaux à l'intérieur, des statues, d'immenses cheminées. Gianni adorait les demeures qui avaient une valeur historique. D'ailleurs, Gianni en avait parlé au prince Charles, qui s'occupe de la conservation du patrimoine en Angleterre, pour savoir si on pouvait toucher des aides pour la restauration, parce qu'il y avait d'énormes travaux à faire. Entre les toits, les murs, il y en avait pour une fortune. Je ne sais pas quand on l'aurait fait, mais en tout cas, c'était ça son prochain grand projet. Pourtant, des résidences somptueuses, Gianni Versace en possède déjà plusieurs. À Côme, Milan, New York et Miami. Des maisons qu'il transforme en de véritables palais où il entrepose son extraordinaire collection d'œuvres d'art. Il achetait tout le temps. Et moi, d'autre part, chez lui, il me montrait tous les tableaux. Il y avait des tableaux même par terre qui étaient même pas accrochés au mur, je veux dire. Il ne savait pas où les mettre. Parce qu'il avait cette passion de l'achat des choses anciennes, de l'Antiquité, tout le temps. C'était un acheteur frénétique et il ne pouvait pas s'empêcher d'acheter. Ce qui n'a jamais changé, si vous voulez, c'est son approche pour acheter, qui était toujours une approche purement esthétique et émotionnelle. Il fallait qu'il aime et qu'il ressente quelque chose, comme vous voyez quelqu'un et vous vous dites que vous avez envie de faire l'amour avec lui. Et pour lui, l'art était toujours une rencontre. Chaque maison était une maison de famille. C'est-à-dire, il avait un étage, son frère Santo avait un étage, sa sœur Donatella avait un étage et les enfants avaient leur étage.
Il vivait comme un prince, il pensait comme un prince, il calculait comme un prince, sans compter. Il n'avait aucune notion d'argent. Quand on allait faire du shopping, il pouvait très bien s'en tirer pour $300 ou pour plus d'1 million de dollars. Pour lui, c'était la même chose. Il se fichait complètement de l'argent. Si quelque chose lui plaisait, il le lui fallait, et ce, quel que soit le prix. Une frénésie d'achat qui aurait suscité de nouveaux problèmes au sein du clan. Santo, le financier, s'inquiète des dépenses de Gianni. En juillet 1997, la tension serait même montée entre les deux frères. Ils avaient aussi le projet, du temps du vivant de Gianni, d'introduire la société en bourse. Donc Santo, en bon gestionnaire, voulait, si vous voulez, que l'opinion des potentiels investisseurs à la bourse trouve une maison de couture, je dirais, l'air un peu plus raisonnable qu'une entreprise familiale où tout le monde fait un peu n'importe quoi dans tous les bouts et où ça n'a pas d'importance. Donc il essayait un peu de mettre Gianni dans des règles. Non, ça ne lui correspondait pas du tout. Mais on a dit une chose, on a raconté ceci, que l'année où le titre devait être entré en bourse, Gianni a été pris tout à coup d'une envie d'acheter un tableau, un Picasso qui coûtait une fortune, et qu'il pouvait le faire. C'est-à-dire que c'était assez étrange. Hein. Toutes leurs fortunes étaient liées les unes aux autres. C'était une société familiale, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas tout à coup sortir 20 millions de dollars sans en référer à son frère. Et là, Santos a dit non. Ce n'est pas le moment, on va rentrer en bourse, ce n'est pas le moment de sortir ça. Et Gianni, comme un enfant à qui on refuse un jouet, est rentré dans une colère noire et a décidé, sur un coup de colère, d'aller chez son notaire refaire son testament. Et il a mis tous ses biens au nom de la petite. Cet enfant, c'est Allegra, sa nièce préférée, la fille de Donatella. Gianni a-t-il réellement modifié son testament à cause d'une querelle avec Santo? Rumeur ou fait réel? La seule certitude, c'est que le clan Versace, en juillet 1997, s'apprête à faire de l'entreprise familiale un géant du luxe. Le couturier profite de son séjour à New York pour vérifier que la négociation avec une banque progresse. Il veut que tout soit en ordre avant son départ en vacances. Le 10 juillet, Gianni Versace et son compagnon arrivent à la Casa Casuarina à South Beach, Miami. Cette année-là, Gianni est arrivé à Miami plus tôt que d'habitude. Je pense qu'il avait pris la résolution de profiter de la vie. En fait, le jour de sa mort, il aurait dû être à Rome pour un grand défilé sur la place d'Espagne. Mais cette année-là, Gianni a laissé Donatella s'en occuper toute seule. Il avait décidé de déléguer plus de choses à sa sœur. Et c'était vraiment révolutionnaire pour Gianni. C'était la première fois qu'il ne s'occupait pas lui-même d'un défilé. Il voulait se reposer. Pas de défilé pour Gianni, car un autre homme est déjà arrivé à Miami depuis près de 2 mois, Andrew Cunanan. Traqué, à court d'argent, le tueur en série se rend le 7 juillet chez un prêteur sur gage de South Beach, avec en poche $1 en or dérobé chez l'une de ses victimes. La responsable lui fait remplir un bon de transaction, demande une pièce d'identité, Cunanan s'exécute, montre son passeport. Je lui ai demandé de signer ici et de mettre son empreinte là. Il l'a fait sans discuter. Cunanan signe le formulaire de son vrai nom et laisse même l'adresse de son hôtel. Je lui ai expliqué qu'il avait 3 mois pour rembourser le prêt, sinon la pièce allait être vendue. Il m'a dit « Ne vous inquiétez pas, je vais revenir ». Il avait l'air si gentil, si correct. Je n'aurais jamais pu imaginer cela. Passeport, empreinte digitale, adresse. Comment expliquer une telle attitude alors qu'il est recherché par toutes les polices des États-Unis? Ce genre de détail devient complètement sans importance
Lorsqu'un tueur est dans le cas de figure suivant, ils savent qui je suis, ils savent où je me trouve, mais ils ne savent pas où je vais. Donc quand un meurtrier laisse derrière lui un grand nombre d'indices, on peut en déduire qu'il agit dans une situation d'urgence et qu'il est désespéré. Plus une scène de crime est désordonnée, plus vous pouvez vous dire que le tueur agit de façon spontanée, sans avoir réellement de plan. Sur Ocean Drive, l'artère principale de la ville, Gianni Versace profite de sa villa. À l'époque, South Beach est un lieu de villégiature branché. Toute la communauté homosexuelle des États-Unis s'y précipite dès que l'été arrive, la Gay Riviera. La ville vit au rythme des fêtes et celles données par Gianni Versace ont la réputation d'être parmi les plus somptueuses. Pourtant, depuis quelques années déjà, le couturier mène en réalité une vie bien différente de l'image flamboyante et sulfureuse qu'on lui prête. Ça, c'est la plus grande erreur que les gens font sur la vie de Gianni. J'entends toujours parler de ces soirées incroyables. Non, je pense que je peux compter sur les doigts d'une main les soirs où Gianni s'est couché après minuit. À part peut-être pour le premier de l'an, où c'était en général parce que je l'avais obligé à sortir. On était allé dans une boîte dans le coin et c'est une des rares fois où il s'est couché après minuit. Je vais vous dire une chose, Elton John avait fait une énorme fête en Angleterre pour je ne sais lequel de cet anniversaire, une fête costumée où il était apparu. J'avais vu des photos dans la presse avec d'immenses perruques à boucles et déguisé. Enfin, eh bien, Gianni, qui était un des plus proches amis d'Elton John, n'était pas allé à ce fameux anniversaire et il m'avait dit, écoute, tout ce cirque ne m'intéresse pas, je vois Elton quand je veux, je n'ai pas envie d'y aller. Et il n'y était pas allé. Donc, c'est vous dire qu'il n'avait pas une passion pour ce genre de choses. Tous les matins, Gianni Versace suit son rituel. Levé tôt, il part de chez lui vers 7h30. Il marche le long du boulevard jusqu'au News Café, un bar situé à 500 mètres de sa résidence, un des rares établissements de la ville à vendre de la presse italienne. Là, il achète le journal, prend parfois un café en terrasse. Fait très étonnant dans ce milieu hyper protégé, Versace n'a pas de protection rapprochée. Gianni sortait à Miami sans garde du corps. Ça, je suis sortie 20 fois avec lui. Nous n'avions jamais un garde du corps à côté de lui. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, quand John Galliano traverse le podium, il est escorté de 2 gardes du corps qui traversent le podium avec lui. Vous imaginez que Gianni Versace, avec cette existence tumultueuse, sulfureuse, sortait sans être gardé par personne. Inconscience pour les uns, insouciance pour lui. Versace n'aspire qu'à une certaine simplicité et à la tranquillité de l'esprit. À Miami, le couturier mène une vie paisible, une vie d'autant plus reposante qu'il est en période de rémission de ce cancer qu'il combat depuis 2 ans. Durant cette période, je restais tout le temps près de lui. Je lui disais toujours « Ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir ». Après les derniers examens, le médecin lui a dit que le traitement avait l'air de bien fonctionner. Gianni avait une chance de guérir. Au bout de quelques mois, il a fini par se rassurer et il a repris le travail comme avant. Mais ça a changé sa façon de voir les choses. Il a commencé à me dire « Il faut qu'on profite un peu plus de la vie ». Il ne nous a pas dit qu'il était malade. Il était très discret. Mais dès qu'il a été soigné, on a retrouvé le Gianni qu'on connaissait. Le matin, il se levait à l'aube et se mettait tout de suite à dessiner et à dessiner. C'était un vrai bourreau de travail. Il passait son temps au téléphone, au fax. Il lisait. Le reste du temps, pour trouver de nouvelles idées. Mais ce qui m'impressionnait le plus chez lui, c'était sa façon de dessiner. Il faisait des croquis magnifiques. C'était vraiment fascinant de le regarder faire. Il aimait aller à la plage et il s'installait pour dessiner.
C'est pour ça qu'il aimait tant Miami, parce qu'à l'époque, Miami était un lieu innocent. Il suffisait de sortir de chez soi et d'aller à la plage, et vous pouviez voir plein de gens beaux ou branchés dans un décor de rêve. C'est là qu'il venait s'inspirer. De prédateur, Andrew Cunanan, lui, s'est transformé en oiseau de nuit. Des derniers jours qui précèdent son prochain meurtre, peu de choses sont connues. Il passe ses nuits dehors. Il hante le Twist, le lieu à la mode de la communauté homo de Floride. Il se rend au Pleasure Emporium, un sex shop de la ville. Le jour, Cunanan se terre au Normandy Plaza, un hôtel borgne de South Beach où il se planque depuis 2 mois. Que se passe-t-il quand le tueur retrouve son hôtel miteux? Il sait que tous les flics des États-Unis sont sur sa trace, qu'il ne peut plus quitter le pays, qu'il est acculé. Quelle importance! Andrew Cunanan a, semble-t-il, un ultime projet, une idée qu'il voit comme sa plus belle réalisation. Son projet le plus grandiose. Assassiner une personnalité, Gianni Versace. On pense que pendant qu'il recherchait Gianni Versace, Cunanan se renseignait aussi sur d'autres célébrités qui vivaient dans le coin. Cunanan n'est pas allé précisément à Miami pour Versace. Il l'avait peut-être rencontré avant, mais on n'en sait rien. On pense qu'il s'est renseigné sur Gianni Versace tout simplement parce qu'il s'intéressait beaucoup au monde de la mode. Pour moi, en tant que psychiatre criminologue, ça signifie que Cunanan a cherché une célébrité en fin de parcours. Il était alors recherché dans tout le pays, il n'avait nulle part où aller, la police resserrait ses filets, il le savait. Cunanan n'était pas un criminel sophistiqué, ce n'était pas un maître en déguisement. En plus, il était à court d'argent. Il n'avait plus d'endroit où se cacher. Il préparait déjà sa fin, mais il voulait devenir immortel. Et pour lui, c'était tuer une célébrité qui allait lui donner cette immortalité. 15 juillet 1997, 7h45. Comme tous les matins, Gianni Versace accomplit donc son trajet habituel jusqu'au News Café. Ce jour-là, il ne s'attarde pas et rentre directement chez lui. Quelques minutes plus tard, il arrive à la hauteur de sa résidence, ouvre la grille. Andrew Cunanan est juste derrière lui. Il est 8h30. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner. Tout à coup, j'ai entendu des coups de feu. Je me suis précipité à la fenêtre et là, j'ai vu que la grille était ouverte, ce qui n'était pas normal. Je suis allé voir ce qui se passait, mais à ce moment-là, j'étais à 1000 lieues d'imaginer que ça concernait Gianni. Et c'est là, en sortant, que j'ai vu son corps sur les marches. What'd you say the gentleman's name was, sir? Gianni Versace, V-E-R-S-A-C-E. Perversa, is he breathing? Is he breathing? No, we don't know. He's not moving. He's not moving. He's not moving. Okay. Who would have done something like that? I was very tough. Je prenais le petit déjeuner à quelques pas de chez Gianni quand quelqu'un que je connaissais est venu me voir pour me dire qu'il y avait un accident devant la maison de mon patron. Un clochard s'était fait tirer dessus. J'ai demandé aux gens qui étaient avec moi de m'excuser et je suis allé sur place pour voir si je pouvais me rendre utile, voir ce que je pouvais faire pour ce sans-abri qui avait été tué. En approchant de la maison, j'ai vu qu'on installait un corps dans l'ambulance. Puis l'ambulance est partie. J'ai fait le tour de la maison. Et en approchant de la maison, j'ai regardé par terre et j'ai vu un sac plein de magazines et les lunettes de soleil de Gianni. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas un sans-abri, mais Gianni qui avait été abattu.
Versace marchait tranquillement comme d'habitude. Il avait à la main ses journaux. Arrivé à la porte de chez lui, il a mis sa clé dans la serrure et quelqu'un l'a appelé derrière lui. Il a tourné la tête vers la gauche. Une première balle l'a atteint dans la joue gauche. Ça l'a fait tomber en arrière et la seconde balle l'a atteint derrière l'oreille droite. Très rapidement, la police boucle le quartier. Non loin des lieux du crime, un agent découvre le véhicule de Cunanan abandonné. Sur le sol, des vêtements couverts de sang. Trop tard, Cunanan a encore disparu. Grâce au véhicule et à un portrait robot, la police l'identifie immédiatement. De plus, l'analyse balistique prouve rapidement que l'arme qui a servi à tuer Versace est la même qui a déjà servi dans les autres meurtres. J'étais en état de choc. J'avais l'esprit complètement vide. Je n'arrivais pas à rassembler les éléments entre eux. J'étais totalement incapable de penser. La seule chose que j'avais à l'esprit, c'était Gianni. Le reste n'avait pas d'importance. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu des cris dans la maison. Je suis entré à l'intérieur et j'ai vu Antonio en train d'hurler. Tout le monde courait dans tous les sens. On a ensuite contacté Santo et Donatella. C'était horrible. Leur annoncer la nouvelle était l'un des pires moments qu'on ait eu à vivre. Et après, on a attendu qu'ils arrivent à Miami. J'étais sous le choc. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais en arrivant à l'hôtel, j'ai réussi à rassembler mes esprits. Je suis entrée dans la chambre et j'ai vu la famille. Je me suis retournée vers mon garde du corps et je lui ai demandé si quelqu'un avait appelé M. Berlusconi ou M. Agnelli pour demander un jet privé pour Miami. Mon garde du corps s'en est occupé et 20 minutes plus tard, ils étaient dans l'avion. Moi, j'étais au volant de ma voiture quand un ami italien m'a téléphoné en me disant « Gianni, tu sais ce qui se passe ? Gianni vient de mourir, il a été assassiné. » Vous imaginez le choc ? Je me suis mise à pleurer comme une enfant au milieu de la rue. Mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je pense que tous les gens qui étaient près de lui ont eu cette réaction épidermique, instinctive, de refus. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé à Miami. On m'a passé un ami, la police, après Antonio. J'ai décliné qui j'étais et contre toute logique, je demandais si ce qu'on avait annoncé à la télévision était vrai, vous voyez, parce que je n'arrivais même pas à croire que cette chose ait pu se passer. Ça, c'était une mort violente, horrible, et en même temps une mort de roman. Ou une mort un spectacle. Ça aurait pu être un spectacle de Béjart ou un spectacle de n'importe quel grand auteur dramatique ou n'importe quel grand opéra. Sauf que Pavarotti se serait mis le poignard comme ça et que pauvre Gianni, on l'a tué autrement, quoi. Les inspecteurs de la police de Miami Beach, en liaison avec les agents du Bureau fédéral d'investigation, recherchent Andrew Philip Cunanan, soupçonné du meurtre de Gianni Versace. Ce nom courait dans ma tête. Je suis rentrée à la maison avec toujours ce nom à l'esprit. Et le lendemain, j'ai dit à mon collègue, je crois que j'ai eu un client qui s'appelait Andrew Philip. Je ne me souvenais pas de Cunanan, mais j'avais Andrew Philip dans la tête. Je suis allée vérifier le registre et c'était ça. Il était venu le 7 juillet. J'ai appelé la police et je demandais à parler à quelqu'un en charge de l'enquête. J'ai dit que j'avais un élément sur Cunanan et qu'il m'avait laissé son adresse. La police est venue ici et après ils sont allés directement à l'hôtel, mais c'était trop tard. Cunanan était parti 2 jours avant. Pourtant,
Viviane Oliva leur avait envoyé un double de la transaction avec Cunanan, comme l'exige la loi de Floride. La police ratisse toute la ville, en vain, et trop tard, alors que plusieurs jours avant l'assassinat de Versace, la police avait la preuve de la présence du tueur à Miami et l'adresse de sa planque. Le 25 juillet se produit un ultime rebondissement. La police et le FBI retrouvent enfin la trace de Cunanan par hasard. À une dizaine de kilomètres de chez Versace, 10 jours après son assassinat. Comme chaque semaine, le gardien d'un houseboat effectue sa ronde de surveillance. Il remarque que la porte est fracturée. Malaise, Fernando Carrera hésite. Finit par entrer, mais la porte à peine franchie, il entend un coup de feu. Carrera se précipite sur le téléphone le plus proche et prévient la police. En quelques minutes, les forces de l'ordre arrivent sur les lieux. J'ai entendu les hélicoptères voler. Et un de mes voisins est venu me trouver pour me dire de venir voir. Je suis allé à son balcon, parce que mon appartement donne sur la plage, et c'est là qu'on a vu toutes les opérations. On a allumé la télé, et c'est comme ça qu'on a appris que Cunanan était sur le bateau. Toutes les forces de police sont venues, même la brigade d'intervention. Ils ont bouclé l'avenue Collins. Il y avait des hélicoptères partout, c'était vraiment le chaos. Les unités d'intervention font le siège du bateau. Sommation, gaz lacrymogène, mais à bord du houseboat, tout reste silencieux. Pas un coup de feu n'a été tiré du bateau depuis l'appel du gardien. Après 4 heures de siège, une brigade d'intervention donne l'assaut. À l'intérieur, la police trouve un véritable capharnaüm, des restes de nourriture avariée, des médicaments, quelques dollars, mais aucune trace de Cunanan. Les forces d'intervention montent à l'étage et là, au lieu d'un forcené retranché, elles découvrent le corps de Cunanan, étendu sur le lit. Le tueur s'est une balle dans la bouche, le coup de feu entendu par le gardien de l'houseboat. Une forme d'ultime défaite pour la police et le FBI. 4 heures de siège pour un homme déjà mort. La sortie de scène solitaire du tueur qui voulait devenir célèbre. À sa mort, plusieurs rumeurs ont circulé sur un lien possible entre le tueur et Gianni Versace. La piste mafieuse est rapidement balayée par l'expertise balistique. La fameuse colombe morte a été tuée par ricochet. La piste la plus sérieuse tient sans doute au passé d'Andrew Cunanan. Le prostitué aurait-il pu rencontrer Versace? Il n'avait pas besoin. Il avait tellement de mannequins, tout ça. Et à Miami, je me souviens qu'une fois que je suis allé chez lui, les gens t'arrêtaient, tu sortais de sa maison, les garçons m'arrêtaient, ils disaient « Mais comment tu connais ?» En anglais, naturellement, « Tu connais Gianni Versace, mais comme il est ?» Il y avait plein de garçons qui savaient qu'il habitait là, qui attendaient dehors de sa maison, dans l'espoir de les connaître et de l'approcher. D'une beauté extraordinaire, comme sont tous les garçons américains à Miami. Et aussi, quand on était dans la boîte, on devait vraiment arriver les bodyguards à la boîte parce qu'il y avait 10, 15 beautés qui arrivaient pour les connaître, pour les voir. Je veux dire, il n'avait pas besoin d'appeler un gigolo, vraiment. Gianni avait un cercle d'amis très restreint dont je faisais partie avec quelques autres. Ce n'était pas facile pour qui que ce soit de pénétrer ce cercle sans que quelqu'un du groupe ne l'ait introduit auprès de Gianni. Pour ce qui est des relations privées, je peux vous assurer qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Et dans l'entourage professionnel de Gianni, personne ne connaissait Cunanan non plus. Gianni s'est juste trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, un point c'est tout. Toutes ces théories de complot sont totalement folles. Le 24 juillet 1997, la veille du de Cunanan, une messe est célébrée au Duomo de Milan à la mémoire de Gianni Versace. Les plus grandes célébrités rendent un dernier hommage au géant de la mode, son ultime défilé. C'était tellement triste. Tout le monde était horrifié par la façon dont il a été tué. C'était tellement ignoble. On était tous bouleversés. Quelle journée affreuse. Il y a eu tellement de larmes.
C'était digne d'un film hollywoodien. Ça collait au personnage. Et je dois dire que les souvenirs de cet enterrement, où on est vraiment, où toute la famille de la mode est venue du monde entier, ça ressemblait, je veux dire, à un enterrement de roi, de reine. On jouait le jeu, on était habillés de nos Versace noirs, tout ce qu'on avait de Versace, on le portait, et on était comme un enterrement de quelqu'un de notre famille, même plus élégant, si vous voulez. On avait exagéré, parce qu'on n'avait pas raison de s'habiller tout en noir. J'ai vu des mannequins avec des voilettes, enfin c'était fait pour le cinéma, et ça, je trouve que c'est bien, et c'est un très bel hommage que toute la mode, sa famille, sa grande famille, sa famille élargie lui a rendu. Son incontestable talent place Gianni Versace au panthéon des icônes de la mode, à l'instar d'une Coco Chanel ou encore d'un Christian Dior. Un panthéon gagné prématurément parce qu'un jour, un psychopathe avait décidé d'entrer lui aussi dans la légende.